Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre participation donc, à cette table ronde. Merci d'être là aussi nombreux. Donc cette table ronde qui va traiter de spatial, d'activités spatiales, d'activités dans l'espace. Alors pas forcément pour traiter des sujets de voyages intergalactiques pour aller visiter les confins, les recoins de l'univers, mais bien d'activités spatiales plus proches de la Terre, plus proches de nos besoins, sur les orbites des activités spatiales habituelles. Alors, à savoir qu'on traverse quand même une époque charnière par rapport à cette activité spatiale depuis le début à peu près des années 2000, où avant l'activité un peu traditionnelle était portée par des industriels du milieu qui répondaient à des besoins souvent institutionnels, des grands programmes spatiaux. Depuis le début des années 2000-2010, on voit l'émergence d'un certain nombre de nouveaux acteurs qui ont développé des solutions, des technologies pour démocratiser davantage l'accès déjà à l'espace et donc la possibilité pour d'autres acteurs du privé de développer des nouvelles solutions pour les besoins du privé, mais aussi pour les besoins publics et institutionnels. Alors, ces nouvelles capacités spatiales ont évidemment vocation à répondre à nos besoins bien terrestres, mais il y a aussi des capacités, des solutions technologiques spatiales qui ont vocation à répondre à des besoins spatiaux, donc l'espace pour la Terre, mais aussi l'espace pour l'espace. Alors du coup, quels sont finalement ces nouveaux usages? Qui sont ces nouveaux acteurs? Et puis aussi, quel est le rôle que la France et les acteurs français vont jouer dans cette nouvelle aventure spatiale? Alors, nous allons animer cette table ronde donc, avec Catalina Rodriguez du pôle Aerospace Valley qui va se présenter, puis aussi qui va présenter nos panélistes, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Un petit point de logistique, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve au-dessus de ma tête pour accéder à l'audio. Voilà, pour ceux qui ont des oreillettes. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander à Yann en régie, qui se fera un plaisir de vous en fournir. Voilà. Catalina, c'est à toi. Merci. Merci Razika, merci à BPI France d'avoir proposé à Aerospace Valley d'être partenaire de cette table ronde. Je suis ravie d'être à vos côtés et avec vous pour cette parenthèse spatiale lors de ce Big Nine. Quelques mots sur Aerospace Valley avant de rentrer dans le vif du sujet. Juste pour vous rappeler qu'Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale. On couvre le territoire du Grand Sud-Ouest, avec les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. À ce jour, on est à un peu plus de 830 membres, dont 70% de PME. Et on gère un écosystème donc, avec des acteurs de l'industrie, de la recherche, des académiques, financiers et milieux institutionnels. On a la chance d'avoir 3 panélistes qui non seulement sont membres d'Aerospace Valley, merci, mais qui en plus sont des acteurs influents de cette nouvelle aventure spatiale française. Je vous présente donc Hélène Huby, cofondatrice et PDG de The Exploration Company, Romain Luquen, à sa droite, cofondateur et PDG de Share My Space, et Emmanuelle Méric, qui est directrice générale France pour Loft Orbital. Il est maintenant temps de vous donner la parole, puisque les gens sont surtout venus pour vous écouter, vous. Voilà. Donc, je vais commencer par vous, Hélène. Aujourd'hui, on voit que l'activité humaine, elle est amenée à se développer en orbite, voire en dehors de nos orbites habituelles. J'aimerais qu'au travers de la présentation de The Exploration Company, vous puissiez nous éclairer sur ces nouvelles activités de services en orbite dont on parle, et ces nouvelles opportunités liées à l'exploration spatiale à venir. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une chance incroyable, effectivement, à notre époque. Il y a 500 ans à peu près, c'était l'époque des grandes découvertes, qui a été rendue possible par la révolution technologique de la Caravelle. Et aujourd'hui, la révolution technologique qu'on vit, c'est qu'on arrive à faire des vaisseaux spatiaux, des fusées et ensuite des vaisseaux spatiaux, qui non seulement nous emmènent dans l'espace, ça on savait déjà le faire, qui nous ramènent sur Terre, ça on savait déjà le faire aussi, mais qui le font à un tout autre coût parce qu'ils sont réutilisables et qui vont le faire encore à un tout autre coût parce qu'on va pouvoir les ravitailler en orbite. Donc ça, c'est les 2 révolutions technologiques qui sont en train de se passer maintenant. La réutilisation des fusées et des capsules, nous on fait une capsule, et le ravitaillement en orbite des vaisseaux spatiaux et capsules qui rendent, pareil, le vaisseau réutilisable plusieurs fois.
Et ça va permettre de diminuer très très significativement les coûts d'aller dans les stations spatiales, les coûts aussi de lancer une station. Les lanceurs deviennent de plus en plus gros. Donc Starship, par exemple, le futur lanceur de SpaceX, un Starship, 100 millions d'euros, une station lancée. Alors que ça a coûté plusieurs milliards de faire la Station spatiale internationale. Donc dans ce paysage, effectivement, de nouvelles infrastructures sont en train de se construire en orbite. Pour vous donner un ordre de grandeur, on passe d'un monde où, au-dessus de notre tête, on a 2 stations qui tournent, la Station spatiale internationale et la station chinoise. Et si on se retrouve ici dans 10 ans, il y aura peut-être 6 à 8 stations qui vont tourner, 2 autour de la Lune qui sont déjà en construction, et puis 4, 5 autour de la Terre. La Station spatiale internationale, elle sera peut-être partie à la retraite. Il y aura au minimum 2 stations américaines privées qui l'auront remplacée. L'Inde veut construire sa propre station. Le Japon est en train de se poser la question. L'Europe aussi se pose la question. L'Arabie Saoudite se pose la question. Donc voilà, probablement là-haut, un mix de stations publiques d'une part et privées de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on y fait? Parce que c'était l'une des questions. Alors on y fait déjà ce qu'on a toujours fait. Ça, c'est le pilier de base qui est institutionnel, qui est qu'on prépare notre humanité à peu vivre dans ces espaces. Donc on fait de la recherche. Les astronautes, ils vont dans les stations pour qu'on étudie comment le corps humain peut rester dans l'espace en microgravité plusieurs mois, comment on peut faire pousser des plantes, parce que si on va sur Mars, ça va prendre 6 mois avec les technologies actuelles, 2 mois avec les technologies nucléaires. Donc on ne peut pas juste se dire, tiens, il va y avoir un cargo qui va nous apporter de la nourriture puis qui va revenir, c'est pas possible. Il faut avoir un système d'agriculture qui soit autosuffisant et qui soit extrêmement reliable pour que même s'il n'y a pas assez d'eau, etc., on a quand même des plantes pour qu'on puisse survivre. Donc il y a une vraie recherche autour de l'agriculture qui a aussi un énorme impact sur Terre, sur comment faire une agriculture qui soit la moins risquée possible. Bon, donc il y a cet aspect recherche qui a toujours existé et qui est aujourd'hui en forte croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'États qui veulent faire des activités dans l'espace. Il y a un deuxième levier de croissance qui est la course à la Lune. Ça ne vous aura pas échappé que les Indiens sont allés se poser là-bas. Et ils l'ont pas fait que pour le prestige, parce que si vous voulez faire les gros bras, ils auraient choisi de se poser sur la face cachée de la Lune. Si vous voulez juste se poser pour se poser, ils seraient posés sur l'équateur, parce que c'est plus simple. Mais ils sont allés se poser au pôle Sud. Parce qu'au pôle Sud, on a des ressources en eau. Avec de l'eau, on peut faire du carburant pour les fusées. Donc la Lune est en train de devenir le Moyen-Orient de l'espace. Et comme au fin du 19e, il y avait une course vers l'or, après il y a eu la course vers l'or noir, aujourd'hui il y a la course vers l'or bleu dans l'espace. Donc ça, c'est un deuxième driver de croissance qui est en train de faire exploser le marché de la logistique spatiale. Et puis le troisième, c'est comment on peut utiliser ces stations pour servir la Terre. En microgravité, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre. On peut travailler sur les cellules souches, on peut travailler sur des organoïdes, on peut imprimer des organes avec plus de facilité que ce qu'on peut faire sur Terre. Donc ça, c'est un peu plus à plus long terme. Mais si ça ne devient pas trop cher d'aller faire de la recherche là-haut, en fait, ces stations vont aussi devenir des laboratoires de recherche pour la Terre. Et pour donner un exemple, la Chine, aujourd'hui, développe des plantes sur sa station spatiale, du riz, parce que ça stresse le riz d'être sans gravité, parce que c'est pas son état habituel. Et du coup, quand la plante revient, elle est plus résiliente et elle a besoin de moins d'eau pour donner le même rendement. Voilà quelques exemples. Et donc, nous, en fait, on est juste les DHL de ça. Donc on nous donne du cargo, puis on l'emmène là-haut, puis on le redescend dans un premier temps, et après on emportera des humains, peut-être vous là-haut aussi. Voilà, je me disais, est-ce qu'on enchaîne avec les suivants? Est-ce qu'on peut poser une petite question quand même par rapport à ce que vous venez de dire? On voit que ça ressortait un peu du discours, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à voir se développer de nouveaux terrains conflictuels, le fait qu'on soit de plus en plus actif. Donc, effectivement, là j'ai parlé plutôt des aspects civils, Ouais. Mais dans la course à la Lune, il y a aussi un aspect très stratégique. Bon, pour être clair, l'espace évidemment devient aussi un espace de guerre. On le voit bien, la Space Force a été créée il y a quelques années aux États-Unis, la Chine a suivi, ensuite la France a suivi, l'Allemagne maintenant a aussi son propre commandement de l'espace, etc. Ça devient un espace militaire. La première raison, c'est imaginer que quelqu'un hack le GPS. Déjà, 60% de l'armée de l'air américaine, elle est au sol. Donc ça pose quelques problèmes, en plus des problèmes civils, embouteillage, etc. Si demain, dans 10 ans, mettons 50% de notre communication viennent de l'espace, c'est bien l'objectif de Starlink et des autres grandes constellations,
Le jour où vous avez vous hacké ces communications, il y a aussi quelques problèmes qui se posent sur Terre, etc. Donc en fait, l'espace est devenu une infrastructure absolument critique, on l'a bien vu en Ukraine, pour notre vie sur Terre. Et donc il est très important, et tu en parleras Romain, de protéger cette infrastructure, d'une part contre des menaces qui sont les débris, mais aussi contre des menaces plus actives, des satellites qui inspectent, donc qui font de l'observation, des satellites qui actent, ou des satellites qui même font des actions encore, on va dire, plus fortes de destruction, mettons. Et donc, en fait, à The Exploration Company, les technologies qu'on développe, parce qu'on doit aller se docker à la station, on développe donc des vaisseaux avec une manœuvrabilité, une précision de manœuvre très très grande. C'est aussi un enabler technologique pour développer des vaisseaux plus petits qui peuvent aller faire des opérations en orbite, comme enlever des satellites ou hackers, par exemple, ou déposer des satellites qu'on appelle d'inspection, mais qui regardent ce qui se passe. Voilà donc en fait ce qui se prépare dans l'espace et dans plus long terme. On a parlé ici plutôt de stations privées. Il y a évidemment des stations militaires qui vont être dans l'espace, avec d'un côté du stockage de satellites pour augmenter la résilience des constellations et de l'autre des carburants. Pourquoi est-ce qu'on ravitaille les avions de guerre? Parce que ça les permet de rester pas trop loin du théâtre d'opération. On a une très grande vélocité. Demain, on applique le même principe dans l'espace. On pourra ravitailler de façon cryogénique, parce que c'est là qu'il y a le plus de vitesse, des vaisseaux spatiaux. La NASA vient de mettre 4 milliards il y a 2 ans sur le ravitaillement cryogénique dans l'espace. Et ça, ce sera un enabler, évidemment, pour avoir des vaisseaux stockés, parqués, des stations de ravitaillement, et après des vaisseaux qui peuvent aller au point où ils ont besoin d'être, revenir là où ils sont, se ravitailler et repartir. Et ça, à mon avis, c'est dans un horizon de temps à peu près 10 ans, puisqu'on devrait lever le verrou technologique du ravitaillement cryogénique dans les 3 prochaines années pour que les Américains arrivent sur la Lune avant les Chinois. Donc c'est absolument critique pour les Américains. Si je peux juste quand même dire que pour nous, on dessine dans un objectif de coopération, parce qu'on porte dans notre vaisseau les valeurs européennes. Et donc techniquement, on peut docker aux stations spatiales chinoises et américaines, et on peut lancer avec des lanceurs chinois, japonais, indiens, européens bien sûr, et américains. Et c'est pas de la science-fiction, parce qu'on a 2 ans, on a levé 65 millions d'euros, on vole notre première capsule dans 3 mois, et on a signé un très très gros contrat de plus de 150 millions avec la première station privée américaine. Donc je voulais aussi insister sur le fait que c'est un vrai business, ce business de cargo dans l'espace. Merci Hélène. Il va s'en passer des choses en orbite dans les mois, dans les années à venir. Alors Emmanuel Méric, du coup, alors vous êtes directrice générale de France de Loft Orbital. La question pour vous, donc si on revient un tout petit peu plus sur Terre, sur l'activité spatiale des satellites un peu plus traditionnels, donc quelle est l'offre de Loft Orbital? Comment se distingue-t-elle par rapport à l'exploitation qui est actuellement faite des satellites? Quels sont les nouveaux modèles économiques que vous proposez par exemple chez Loft? Alors nous, merci Razilka pour la question. Chez Loft, je pense que vous l'avez mentionné dans l'intro, notre objectif, c'est de démocratiser cet accès à l'espace. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc nous, on est une société d'infrastructure spatiale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va concevoir, déployer et opérer une infrastructure de satellites qu'on va vraiment mettre à la disposition de nos clients comme un service de bout en bout. Nos clients, c'est un peu historiquement des gens qui veulent déployer des charges utiles, typiquement des charges utiles physiques, donc du hardware dans l'espace. C'est un capteur optique, une caméra hyperspectrale, multispectrale, une antenne RF. Et plutôt que de réfléchir à le satellite qu'ils vont construire autour de leur charge utile, ils viennent nous voir, ils nous confient leur charge utile. Et nous, notre rôle, c'est de les embarquer à bord du satellite, de concevoir le système, d'assembler, de tester, de lancer, de mettre à poste le satellite. Et une fois que le satellite est en opération, on leur donne la main sur des outils pour qu'ils puissent opérer leur charge utile. Et le modèle de Loft, la singularité de ce qu'on offre par rapport à un peu l'industrie spatiale traditionnelle, c'est cette capacité de pouvoir embarquer à bord du même satellite des charges utiles hétérogènes de plusieurs clients et de pouvoir les faire fonctionner ensemble de manière non concurrente. Et donc c'est vraiment cette idée de mutualiser des capacités d'un satellite, d'une constellation de satellites pour ses clients, et de ne faire payer le client qu'à la consommation qu'il va faire
du satellite. Donc on est vraiment dans des modèles qui sont assez développés aujourd'hui, du Pay as you go, du paiement à l'usage, où un utilisateur, quelqu'un qui veut avoir sa caméra qui va fonctionner quand il a une zone d'intérêt au-dessus de l'Europe, ne paiera que quand sa caméra est allumée, quand le satellite va passer au-dessus de l'Europe, et pas sur le reste de l'orbite. Sur le reste de l'orbite, on va pouvoir aller vendre la capacité résiduelle du capteur à d'autres utilisateurs, à d'autres clients qui peuvent être potentiellement intéressés par ça. Et donc là, dans ces modèles d'affaires, puisque c'était la question de Razika, on est vraiment sur des modèles de infrastructure as a service, avec un paiement où on va payer, on a des ConOps, on a un SLA, un Services Level Agreement, et le client va payer en fonction du service qu'il aura pendant la durée de vie d'engagement de son contrat, de 1, 2, 5 ou 8 ans, la durée de vie de nos satellites. On va un cran plus loin aujourd'hui chez Loft, et l'idée c'est non seulement d'embarquer des charges utiles physiques, mais d'embarquer des charges utiles virtuelles. Alors une charge utile virtuelle, c'est quoi ? C'est un développement software qui va pouvoir embarquer de l'IA, des algos de machine learning à bord du satellite, donc sur une infrastructure qui est déjà déployée et qui va pouvoir venir accéder à du senseur à bord et du compute à bord. Et donc là, on est dans un modèle qui se rapproche assez clairement de ce qu'on a trouvé dans le cloud, dans la révolution du cloud d'une quinzaine d'années, sur des modèles de plateforme as a service. Donc là, l'architecture, elle est là. Les capteurs sont là, les capacités de compute sont là, et on dit aux développeurs, vous pouvez venir poser votre logiciel à bord pour venir exécuter et triggerer et générer la data dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment une évolution du marché qu'on voit apparaître de plus en plus, qui est au cœur de ce qu'on appelle le edge computing. Donc vraiment faire du compute là où la donnée est générée et ne pas attendre, notamment dans le spatial, on est obligé d'attendre que le satellite passe au-dessus d'une station sol pour aller récupérer la donnée, traiter la donnée au sol, se rendre compte, ah tiens, il y a une zone d'intérêt, ça serait bien que lors de la prochaine passage du satellite, j'aille regarder un petit peu plus près ce qui va se passer. Avec des algos en l'air, avec du edge computing, on est capable, le satellite va être capable automatiquement de détecter ça, d'envoyer des commandes à travers soit du lien intersatellite vers des satellites géostationnaires avec lesquels on peut travailler, d'envoyer des commandes et des systèmes d'alerte en temps réel. Donc c'est vraiment une nouvelle étape de l'utilisation des satellites qu'on est capable de partager. Et évidemment, après, d'ici quelques années, la vision qu'on porte, c'est celle d'un cloud spatial, donc du software as a service, où un jour, peut-être, vous aurez sur vos téléphones portables la capacité d'aller utiliser des applis qui vont s'appuyer, qui vont pouvoir aller, sans que vous le sachiez, faire appel à des satellites qui sont dans l'espace, qui vont pouvoir vous donner des informations pertinentes que vous n'aurez pas à travers de la donnée au sol. Merci Emmanuel. C'est bon pour le son, oui. On voit bien que l'activité se multiplie. On va envoyer de plus en plus de lanceurs, pour de plus en plus de satellites, pour de plus en plus d'engins dans l'espace. Et Hélène a dit le mot tout à l'heure, débris. C'est un des sujets. Maintenant, quand on parle d'espace, on parle aussi de débris spatiaux et d'encombrement de l'orbite basse. Donc, je voudrais donner la parole à Romain pour qu'il nous parle de Share My Space, qui nous éclaire sur ce problème des débris. En est-ce un ? On va dire que là, on pense tous en être convaincus, mais pour vous, est-ce que c'en est un ? Et comment on peut y remédier et que fait Share My Space dans ce domaine ? Merci Catalina, bonjour à tous. Donc effectivement, donc à Share My Space, on a créé la société pour apporter une réponse économique au problème des débris spatiaux. Donc les débris spatiaux, peut-être en quelques mots, c'est l'héritage de l'activité humaine dans l'espace depuis la fin des années 50. C'est des objets qui font plusieurs dizaines de mètres jusqu'à des fragments qui sont en dessous du millimètre et qui peuvent détruire ou endommager des objets qui sont dans l'espace, des stations spatiales orbitales, habitées, des infrastructures critiques. Donc nous ce qu'on propose, c'est d'établir une cartographie de ces objets en orbite, la plus précise possible, la plus temps réel possible, pour apporter une solution globale au risque, gérer le risque pour tous les usagers de l'espace.
pour vous donner une image, donc les débris en gros c'est en orbite basse, là où effectivement se développe l'activité spatiale aujourd'hui de façon exponentielle, c'est quelques objets par cube de 100 km de côté. Donc c'est pas énorme en termes de densité, mais par contre chacun de ces objets voyage avec des vitesses de l'ordre de 8 km par seconde. Donc en fait ce cube il est traversé en seulement 10 secondes. Et en fait les flux qui sont en œuvre en orbite sont assez significatifs. Donc quand je parlais de quelques objets par cube de 100 km, c'est des objets de plus de 10 cm. Donc c'est les objets qui sont les mieux connus, qui sont les plus dangereux, mais c'est pas l'ensemble du problème. Donc aujourd'hui il y a environ 5% de chances qu'un satellite en orbite soit heurté par un débris et qu'il voit sa mission terminée à cause d'une collision en orbite sur une mission de l'ordre de 5 ans sur un gros satellite d'observation de la Terre. Donc c'est des chiffres qui sont très conséquents et qui sont comparables à des taux d'échec de lanceurs, à des taux d'échec de mission et qui maintenant sont pris en compte par l'ensemble des acteurs du spatial et y compris le monde de l'assurance. Alors le monde de l'assurance, je voudrais en dire un mot parce que je rebondis sur le commentaire d'Hélène tout à l'heure sur les grandes explorations, les grandes découvertes. Les grandes découvertes ont été possibles à la fin du 15e, 16e siècle, en grande partie grâce à l'émergence du métier de l'assurance en Italie. Et je pense que le monde de l'assurance a un rôle critique à jouer dans le spatial et c'est ça qui va permettre de passer à un niveau véritablement industriel et de pouvoir tester des nouvelles choses, de pouvoir pousser de nouvelles frontières, demain exploiter des ressources en orbite terrestre et au-delà. Nous, on apporte une solution d'estimation du risque, de gestion du risque, mais évidemment, on travaille main dans la main avec les assureurs pour fournir une approche globale de ce risque-là. Donc globalement, il y a 3 interfaces avec les assureurs. On peut les aider sur les modèles d'actuariat, donc ça c'est très important, et estimer le risque pour pricer une police d'assurance. On peut les aider sur les aspects prévoyance. Voilà, nous embarquer la solution de Share My Space pour un opérateur de satellite, c'est un petit peu comme un établissement qui reçoit du public, il y a des extincteurs dans le hall. Et le dernier aspect, c'est tout ce qui est arbitrage sur des demandes d'indemnité lourdes. Vous avez des assets en orbite qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros. Et nous, avec nos instruments et avec nos capacités d'analyse, on est capable de comprendre si un opérateur a été fautif, par exemple, et a été négligent et que sa négligence a causé un dommage sur un satellite et donc dans ce cas-là eh bien l'assureur n'est pas forcément obligé de le rembourser ou à contrario montrer qu'il a fait tout ce qu'il fallait et que son dommage doit être remboursé et indemnisé. Voilà, petite parenthèse sur le monde de l'assurance. Je te laisse rebondir Hélène, je vois que tu portes ton micro à la bouche. Non, je voulais juste sur les débris peut-être donner un chiffre dans le domaine des capsules. Si vous faites une capsule qui transporte des humains, vous devez respecter évidemment des normes de sécurité. Voilà. Donc, on doit démontrer à la NASA, qui à la fin nous certifie, qu'il y a moins de 1 chance sur 500 que les gens qu'on a à bord meurent. Ça, c'est notre exigence de safety. Par contre, on doit démontrer aussi que on a moins de 1 chance sur 250 qu'un débris nous heurte. Donc après, il faut que la capsule soit suffisamment solide pour que même si le débris nous heurte, on a moins de 1 chance sur 500 que la capsule soit traversée par le débris. Mais ce que je voulais donner à travers cet exemple, c'est que c'est devenu tellement un problème que, en fait, le niveau maximal de sécurité qui est requis par les organisations institutionnelles, donc la NASA, c'est que quand on fait une mission et qu'on est lancé par le lanceur, qu'on va à la station spatiale et après qu'on revient, on ne peut pas on peut pas faire mieux qu'une chance sur 250 de ne pas heurter un débris. Oui, merci Hélène. C'est très important d'illustrer le problème de manière très concrète. Vous voyez qu'on a des acteurs dans le spatial qui se posent cette question lorsqu'ils designent leur mission et qui viennent chercher des financements. Donc nous, on apporte des solutions avec deux angles d'attaque. Le premier, c'est notre système d'information orbitale où on vient agréger différentes sources de données, traiter cette donnée pour fournir une information à valeur ajoutée qui est opérationnelle. Donc là, on n'est pas seulement dans les phases de design de mission, mais on est vraiment pendant les opérations pour identifier des risques en temps quasi réel et permettre à nos clients de gérer ces risques.
Et d'autre part, pour alimenter ce système d'information orbitale, eh bien, on déploie un réseau de stations d'observation au sol à base de télescopes optiques. Donc c'est des technologies complètement passives. Aujourd'hui, on a 4 stations qui sont réparties dans 4 pays différents. On en aura 5 le mois prochain et une dizaine à la fin de l'année prochaine. Voilà, donc on s'appuie sur ces 2 piliers, ce qui fait qu'à Sharma Space, on a une palette de compétences assez large qui implique donc de l'optique, de la mécanique, de l'informatique évidemment, puisqu'il y a une dimension cyber qui est extrêmement importante et les métiers de la dynamique du vol. Merci. Alors justement, très concrètement, donc, les activités de Exploration Company, les activités de Loft Orbital, vous pourriez créer des débris par vous-même, vous pourriez créer des débris s'il y a un autre débris vous impacte et ça fragmente. Concrètement, vous faites comment du coup pour éviter que ça arrive? Est-ce que vous, par exemple, pourriez faire appel au service de Romain, enfin de Sharma Space, par exemple voilà. Alors, nous, chez Loft, dans la prochaine génération de satellites sur lesquels on va faire voler nos clients, on a de la propulsion. Donc, en fait, d'avoir de la propulsion sur les satellites, ça nous permet, tout un nouveau pan de manœuvres d'évitement. Et donc, évidemment, c'est clé d'intégrer ces catalogues en temps réel de débris, de savoir comment est-ce qu'on va les éviter. Et donc, évidemment, des acteurs comme Sharma Space sont absolument clés pour notre développement. Et ça va être aussi important. Donc, la gestion des débris, la gestion de la fin de vie, la rentrée dans l'atmosphère, être capable d'avoir une approche dynamique pour gérer correctement, proprement, autant que faire se peut, la fin de vie des satellites. Donc de notre côté, il y a 2 facettes. Il y a la première, effectivement, ne pas être heurté par des débris. Donc c'est là où on peut effectivement faire appel au service de Sharma Space. Et puis la deuxième facette, c'est un peu pareil pour vous chez Loft, c'est ne pas devenir un débris nous-mêmes. Donc on a 2 parties dans notre véhicule, la capsule qui dock à la station et revient. Donc celle-là, par définition, elle n'est pas un débris puisqu'elle revient. Et la deuxième partie, c'est une sorte de cylindre qui est sous la capsule dans lequel on a du cargo supplémentaire. Puis on a les radiateurs et on a les panneaux solaires. Et donc avant de rentrer dans l'atmosphère, on sépare cette capsule qui réentre du cylindre qui s'appelle le service module. Et le service module rentre avec un angle d'attaque qui fait qu'il se détruit dans l'atmosphère. Et la capsule rentre avec un angle d'attaque qui fait qu'elle ne se détruit pas dans l'atmosphère et qu'elle rentre de façon tout à fait correcte. Et après, elle fait un beau splashdown dans l'océan. Juste une petite question supplémentaire par rapport aux débris. Donc on voit qu'on va tout faire pour les éviter. Au niveau des opérations qui sont faites, voilà, vous en tenez compte. Et au niveau des composants, de la façon de ce que vous choisissez, est-ce que ça joue aussi maintenant sur les matériaux, Pour nous, ça joue sur les matériaux. Donc on fait pas encore du vol habité parce qu'on commence par le cargo. Mais voilà, les exigences dont je vous parlais, il faut du coup des matériaux qui sont assez solides. Ça joue aussi sur quand on lance, on doit passer devant un certain nombre d'autorités qui nous autorisent à lancer. Dans notre cas, on doit aussi obtenir une licence de réentrée, montrer par exemple que quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'on ne va pas réentrer ici, là. Donc voilà. Et donc pour obtenir le droit au lancement, il faut faire ce qu'on appelle un plan de débris mitigation. Et donc on montre aux autorités spatiales comment justement on ne va pas être un débris nous-mêmes. Peut-être aussi pour compléter, je pense que pour la durée de vie du satellite, en tout cas dans notre cas, est aussi assez importante. Nous, on fait des satellites qui ont une durée de vie de 8 ans, qui est quand même assez long pour un satellite. On n'est pas sur des petits satellites. Les nôtres font à peu près 200 kilos. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une constellation qui va avoir une durée de vie suffisamment importante dans l'espace et qu'on ne va pas passer notre temps à renouveler en permanence, comme ça peut être le cas d'autres satellites plus petits. Et sur les matériaux, peut-être un dernier commentaire. Certains opérateurs de satellites protègent les parties critiques du satellite avec des couches sacrificielles. Donc en fait, vous n'avez pas seulement une structure, mais vous avez plusieurs couches de structures qui permettent un débris lors d'un impact d'avoir une espèce de fragmentation qui vient diffuser l'impact sur plusieurs couches. Et ça, évidemment, ça impose des contraintes au moment du design et puis du poids supplémentaire au lancement. Donc tout ça, effectivement, ça a un coût. Et donc, réussir à diminuer la taille des objets qu'on est capable de détecter pour éviter ce type de collision, ça permet aussi de simplifier les designs et de réduire ses coûts. On a pas mal parlé là, de notre impact, on va dire, environnemental en orbite basse. On va revenir un petit peu sur Terre. Puisqu'aujourd'hui on sait que toute activité humaine a
un impact environnemental. Qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises, hein, c'est une question complètement transverse, pour limiter votre impact sur le changement climatique, et qu'est-ce que vos activités aussi permettent de faire pour qu'on aide à lutter peut-être aussi contre le changement climatique? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La première, qu'est-ce qu'on fait sur les sujets de développement durable de notre activité? Quand on est une société du spatial, on est une société franco-américaine, c'est des vrais sujets, des vraies questions qu'on se pose. On a beaucoup de nos salariés, de l'équipe de management qui sont assez engagés sur ces sujets-là, et ce n'est pas des sujets qu'on peut ignorer. L'été dernière, on a lancé un bilan carbone. Alors, on a été soutenu par la BPI pour mener ce genre d'exercice. C'est des exercices qui sont compliqués, hein, surtout quand on veut faire un bilan carbone scope 1, 2, 3. Donc 3, on va voir chez nos fournisseurs ce qu'ils peuvent nous dire de bilan carbone des plateformes ou des systèmes qui nous fournissent. Nous, on travaille avec Airbus, on travaille avec SpaceX. Donc autant vous dire qu'aller faire un bilan carbone du lancement d'un satellite, c'est un exercice assez compliqué, je pense instructif, et c'est vraiment toute la démarche d'un bilan carbone, c'est de se poser les questions, de réfléchir, d'entamer cette démarche. Voilà, c'est pas demain que le spatial va être vert et que d'un seul coup on va être capable de faire une activité zéro carbone. L'idée, c'est d'abord mesurer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de demain d'essayer de faire mieux et de tendre à terme vers une activité qui consommera de moins en moins de carbone. Alors il y a des initiatives avec des propellants, des green propellants et un certain nombre de choses auxquelles nous on est particulièrement attentifs. Mais voilà, aujourd'hui c'est une démarche un peu sur le long terme. Après, en tant que société employeur auprès de nos salariés, c'est des sujets sur lesquels on essaye d'être le plus exemplaire possible, parce que c'est des choses qui sont importantes pour les gens. On a des initiatives au sein de la société de minimal impact. On essaye de gérer au mieux nos locaux, l'électricité qu'on consomme. Enfin, je pense comme tout bon citoyen qui est un petit peu conscient des enjeux climatiques qui sont autour de nous. Mais voilà, ça c'est un vaste sujet. Après, sur la question de qu'est-ce qu'on fait à travers nos activités, je pense que le spatial en soi est un outil clé dans la lutte pour le réchauffement climatique, dans l'observation de la Terre. On a des constellations qui font de l'observation de la Terre, qui sont capables de mesurer scientifiquement, concrètement, le réchauffement, son impact sur les eaux, sur un certain nombre d'éléments. Et ça doit mener à avoir des politiques publiques qui sont quantifiées, qui sont mesurables. Et c'est absolument clé dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une association qui s'appelle le SCO, qui est le Space for Climate Observatory, qui a été initié par le CNES il y a quelques années, qui regroupe aujourd'hui des agences gouvernementales et qui vise vraiment à promouvoir l'outil des données spatiales dans cet développement des outils. Alors nous, chez Loft, on est partenaire, on signe la charte du SCO. On a l'ambition de mettre à disposition notre infrastructure spatiale pour aider et soutenir cette initiative. Et voilà, c'est à travers ce genre de choses qu'on essaye à notre mesure, dans le domaine industriel dans lequel on opère, d'avoir un comportement le plus sustainable possible. Juste pour ajouter chez The Expression Company, donc, on a fait le choix, et c'est une première mondiale, d'utiliser ce qu'on appelle des Green Propulsion Systems. Donc en fait, normalement, si vous faites une capsule spatiale, vous allez utiliser de l'hydrazine. Et l'hydrazine, si vous la respirez, vous mourrez. Je caricature un peu, mais c'est quand même le cas. Et donc l'hydrazine, par exemple, il faut mettre des scaphandres quand on fait le plein de la capsule, ou quand on fait le plein d'un satellite. Vous voyez des gens en scaphandre parce qu'ils ne peuvent pas respirer l'hydrazine qu'ils mettent dans le satellite ou dans la capsule. Et c'est d'ailleurs un produit que l'Union européenne a essayé d'interdire depuis longtemps. Elle voulait le mettre sur la liste des produits interdits REACH. Et puis le lobby de l'industrie spatiale a été fort, et donc c'est toujours pas interdit. Et depuis à peu près une dizaine d'années, il y a des entreprises qui ont travaillé sur qu'est-ce que pourrait être une essence, en fait, un système de propulsion non toxique pour à la fois satellite et aussi capsule. Et donc nous, on a pris le risque, on a fait ce choix de se dire l'avenir, c'est la propulsion non toxique. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va
être les premiers à la fin de l'année prochaine à voler une capsule avec de la propulsion verte. Donc pour ceux qui connaissent, on utilise du peroxyde d'hydrogène et puis on ajoute un fuel pour avoir une performance qui est meilleure. Et concrètement, ça veut dire aussi que chez nous, donc à Bordeaux, comme en fait aujourd'hui c'est peu développé, c'est plus utilisé pour des petits satellites, alors que nous, notre capsule, elle mesure 8,25 m, elle pèse 10 tonnes. Donc on développe un système propulsif avec le soutien de la BPI d'ailleurs, qui va produire des grands propulseurs. Et puis en fait, il n'y a pas la supply chain industrielle aujourd'hui, donc on crée à Bordeaux une usine de production de peroxyde d'hydrogène, de purification en fait de peroxyde d'hydrogène, parce que le peroxyde d'hydrogène, tout le monde l'a fait, c'est de l'eau oxygénée, hein, donc tout le monde a joué à ça sur les bords de l'école, sauf qu'on le purifie très très fort, et en plus on utilise un fuel où en fait on va obtenir une licence d'une université et on va produire ce fuel en grande quantité. Donc pour notre start-up, c'est évidemment des risques technologiques supplémentaires qui ont été acceptés par nos investisseurs, mais ça veut dire après, ici, créer en Europe vraiment une première mondiale. Et non seulement c'est meilleur pour l'environnement, mais ça veut dire aussi on réduit les coûts parce que ça coûte beaucoup moins cher à opérer et on peut réutiliser plus la capsule puisque c'est moins toxique. Donc ça, c'est ce qu'on fait très concrètement et comme vous voyez, c'est un engagement fort parce que c'est de la recherche technologique et après une industrialisation de moyens de production qui n'existe tout simplement pas aujourd'hui. Peut-être en complément de ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur l'importance de l'observation de la Terre, aujourd'hui, plus de la moitié des variables d'intérêt climatique sont suivies depuis l'espace. Donc de toute façon, tous ceux qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine de l'observation de la Terre, et qui aident les satellites d'observation de la Terre à naviguer correctement, eh bien, quelque part, ont un impact majeur sur la protection de l'environnement terrestre. Plus spécifiquement à Charm Space, nous on déploie un réseau de stations d'observation au sol, donc on a quand même une empreinte au sol. On essaye au maximum d'être sur des sites qui sont déjà artificialisés, donc on n'a pas besoin de bétonner des sites. Donc au maximum, on essaie d'être sur des observatoires qui existent déjà en fait. On utilise une technologie optique qui est complètement passive. Donc vous avez certaines technologies qui impliquent d'émettre une grande quantité de puissance électrique avec des consommations qui peuvent être très significatives, de l'ordre de plusieurs mégawatts ou plusieurs dizaines de mégawatts par station. Nous, on a la consommation d'un petit appartement en gros pour chaque station d'observation. Donc c'est extrêmement limité en termes d'impact environnemental. Enfin, j'aimerais souligner une fois de plus, on en a parlé déjà, mais l'environnement orbital, c'est vraiment tout près. C'est à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Et ça fait complètement partie du système Terre. C'est vraiment la porte d'à côté. C'est l'atmosphère, quand vous regardez, vous avez tous en tête les images des missions Apollo où vous voyez la Terre depuis la Lune. L'atmosphère, c'est une couche infime et les orbites qui sont en orbite basse, ils font vraiment partie de la planète sur laquelle on vit. Donc cet environnement orbital, il faut vraiment en tenir compte. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand vous avez des standards, des définitions de ce que c'est que l'environnement, souvent ça s'arrête à la limite de Van Karman, donc autour de 80 km. Nous, on milite pour que au moins les orbites basses fassent partie de l'environnement à part entière. Je vais juste ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec l'impact carbone direct, mais qui a beaucoup à voir avec la façon dont on regarde notre Terre, parce que l'une de vos questions, c'était comment est-ce que l'espace peut aider à préserver notre Terre et notre environnement. Vous avez peut-être l'image de ces milliardaires qui volent et puis reviennent, et c'est dégueulasse, ça pollue, et c'est que les riches qui peuvent faire ça, et bon, what's the point? Quand on parle avec ces gens, je vous ai deux exemples. Le premier exemple, c'est une jeune femme iranienne qui a serial entrepreneur, vendu 3 fois ses boîtes. Elle se paye un voyage dans la station internationale, elle est rentrée transformée. Et aujourd'hui, elle est CEO de X-Prize et elle a transformé X-Prize pour que tout ce que fait Google X-Prize soit vertueux en fait pour l'environnement et pour notre planète. L'autre exemple, c'est le milliardaire israélien Eitan, qui est parti là-haut. Quand il est revenu, il a créé une fondation qui travaille sur la paix entre Israël et la Palestine. Et très concrètement, on vole l'année prochaine des dessins d'enfants palestiniens et israéliens dans notre capsule. On volera aussi des petits transceivers qui auront été codés par des enfants de 6 continents. Donc aller dans l'espace, c'est aussi changer son regard sur la Terre, la voir différemment, et c'est se changer soi-même pour après transformer la façon dont on agit. Et quand on parle aux astronautes,
ils sont aussi des inspirations pour protéger notre planète. Donc c'est pas palpable, c'est pas mesurable, mais on est des hommes. Donc ce qu'on fait, on le fait par inspiration. Et donc je pense que cette dimension d'inspiration, elle est extrêmement importante dans cette vision différente de notre planète que fournit l'espace. Et d'ailleurs, le démarrage des mouvements protecteurs de la planète, ça a été les images de la Terre vues de la Lune. Donc voilà, je voulais souligner cette dimension d'inspiration parce qu'elle est à mon sens essentielle. Évidemment, il faut travailler sur notre impact, etc. Mais quand on voit la Terre de l'espace, on a envie de la protéger. Et vous êtes très inspirants tous les trois, merci. Alors, on va laisser un petit instant d'échange peut-être avec le public, peut-être que ça va inspirer des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire tourner le micro. S'il y a des mains qui se lèvent, ah ben voilà, il y en a une. Bonjour. On parle beaucoup d'éviter les débris, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finalement nettoyer l'espace? Et est-ce que les acteurs qui polluent eux-mêmes sont responsables de leurs propres débris? Alors aujourd'hui, comme Hélène le précisait tout à l'heure, les acteurs qui demandent des autorisations de lancement doivent fournir la preuve de leur capacité à désorbiter leur satellite en fin de vie, mais il y a toujours une notion statistique, il y a toujours une probabilité, une chance que ça échoue. Et derrière, il n'y a pas de sanction. Donc finalement, le dossier de lancement est envoyé, on garantit qu'il y a une certaine probabilité qui est extrêmement basse que l'espace soit pollué, mais derrière, il y a très peu de contrôle, très peu de sanctions. Donc il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place à travers le monde, réglementation plus ou moins contraignante d'ailleurs, ça peut être aussi sous forme de bonnes pratiques, de standards industriels. Et nous, en tant qu'acteurs de la surveillance de l'espace et qui dédions notre activité à la protection de l'environnement orbital, eh bien, on fait partie du dialogue entre les opérateurs de satellites et le régulateur pour montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles, qu'on peut travailler ensemble pour faire les choses mieux. En ce qui concerne la récupération de débris, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Nous, on y croit beaucoup à Share My Space. On travaille pour des clients qui sont complètement dédiés à cette activité-là, notamment la société Astroscale, qui est une société qui est basée au Japon, Singapour, États-Unis et Royaume-Uni. Donc non, la récupération de débris, ça arrive. Il y a des démonstrations qui sont faites aujourd'hui et demain, ça va être une obligation plus ou moins forte. Ça va dépendre des pays, mais pour les opérateurs de satellites, pour pouvoir désorbiter les satellites en fin de vie s'il y a un échec. Juste pour réagir rapidement sur l'action, en fait, donc la récupération de débris. Il y a deux problèmes. Il y a un problème techno. C'est pas facile de récupérer un débris. Il y a des techniques différentes selon la taille du débris, etc. Et il y a un problème business qui paye les éboueurs de l'espace. Donc aujourd'hui, le problème business n'est pas résolu. Le problème technique est on va dire en progrès. Et effectivement, en Europe, il y a l'entreprise ClearSpace, au Japon, etc. Astroscale, et nous les technos de docking qu'on développe pour aller à la station sont aussi de façon indirecte une façon après de pouvoir se rapprocher des débris et les enlever. Et je voulais juste rajouter que si on fait la comparaison avec l'aviation, en fait le bureau de American Aviation et après ce qui est devenu la FAA, BAA et then FAA, ils ont été créés à la suite d'accidents à chaque fois. Premier accident BAA, deuxième accident, Roosevelt crée FAA. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas dans l'espace. Malheureusement, on reste des hommes. Donc je pense qu'il risque d'être un déclencheur important. C'est s'il y a un accident important, et du coup ça nous forcera en tant que communauté nationale à réagir. Ouais, mais la réglementation internationale bouge très vite depuis pas très longtemps. Donc je pense que la France a toujours été précurseur sur ces sujets-là. Et il est clairement... je pense que c'était un sujet mondialement, dont l'importance est mondialement reconnue, et je pense que la réglementation va assez vite évoluer sur les obligations de chacun en la matière. Bonjour, je m'appelle Camille Brun. D'abord, merci beaucoup d'être là aussi. Félicitations pour l'organisation de cette table ronde. Parce que je pense que c'est la première fois que je vois plus de femmes que les hommes sur une table ronde. C'est quasiment très rare. Félicitations, bravo. J'ai une question par rapport en enfance. Donc, j'aimerais bien comprendre de votre vision stratégie. Comment vous jouez le rôle, la carte, l'AB français, dans le cadre de financement? Il y a la BPI France, aussi la France 2030. Comment vous utilisez ça pour un levier d'investissement? Et deuxièmement, étant comme français, société française aussi avec Loft, il a fonds américain, vous avez dit. Mais comment vous utilisez ça comme un levier de développer international? Parce qu'elle a parlé beaucoup d'autres pays, etc. Merci.
Alors, le marché du spatial, c'est quand même des marchés qui restent assez institutionnels, assez gouvernementaux. Quand on veut servir le marché américain, le marché de la défense américain, c'est difficile de le faire quand on n'est pas une société américaine ou une société avec un pied en Amérique. Quand on veut servir le marché européen, c'est difficile de le faire quand on n'est pas européen ou avec un pied en Europe. Nous, on a fait ce choix chez Loft de se construire vraiment comme une société franco-américaine sur ces deux pays-là. Pour servir ces marchés institutionnels, défense, commerciaux, à la fois aux États-Unis, en Amérique du Nord, en France, en Europe. Et depuis la France, c'est aussi là qu'on fait l'export, puisque sur tout un tas de problématiques d'export-contrôle, il y a des marchés qui sont beaucoup plus faciles à adresser depuis la France. Donc nous, notre bureau français, toulousain, il est absolument clé et stratégique dans notre marché. Et dans notre croissance. Après, la France bénéficie clairement d'un contexte, et l'Europe de manière générale, de certains plans en ce moment qui poussent à l'innovation, qui soutiennent l'innovation. France 2030 en est un. On a eu les plans de relance, on a les initiatives de l'ESA, de la Commission européenne. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. On est quand même en retard par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis sur un certain nombre de sujets. C'est une question d'équilibre. Et je pense que comme toute start-up, société qui se développe, il faut à la fois embrasser les sujets de souveraineté dans les pays dans lesquels on entend se développer, mais aussi ne rien s'interdire et d'envisager son développement à l'international. On ne peut pas juste être une société française qui fait du spatial. Ça n'a juste aucun sens économique. Donc nous c'est un peu différent, on est franco-allemand et on ouvre en Italie là dans 15 jours. Donc on va être sur l'Allemagne, la France et l'Italie. On a fait ce choix très européen. D'abord un choix de conviction. Quand on a fait les grandes choses en Europe, on ne les a pas fait en national, on l'a fait ensemble en européen. Airbus c'est européen, l'euro c'est européen. Une capsule spatiale c'est un projet immense et il sera européen. Il n'y a pas d'autre choix. Pour nous c'est évident. Donc on a commencé par l'Europe, on a commencé en franco-allemand parce que c'est comme ça qu'on a commencé en Europe avec le moteur franco-allemand et aujourd'hui on ouvre en Italie. Alors les États-Unis sont évidemment pour nous un marché extraordinairement important. Donc on va ouvrir aussi dans quelques mois aux États-Unis une plateforme qui sera d'abord commerciale parce que notre stratégie c'est un peu comme l'a fait Airbus avec OneWeb, comme l'a fait aussi Rocket Lab, un petit lanceur avec la Nouvelle-Zélande, c'est d'abord de créer la technologie ici et d'avoir un vrai produit. Et ça, il ne faut pas se défocuser, il faut rester hyper focus sur le produit. Donc on crée ce premier produit en Europe et après, on le scalera aux États-Unis, on aura une ligne de production aux États-Unis pour servir le marché américain parce qu'il n'y a pas d'autre façon de servir le marché américain que de créer des jobs aux États-Unis. Mais avant, la technologie, le produit, on le crée ici en Europe et le premier vol sera, j'espère, tiré sur Ariane pour la première fois en Europe, aller servir la station internationale et revenir. Ce qui sera assez émouvant pour tout le monde. Et donc voilà, mais on ne peut pas être juste une société française. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il faut penser grand. Et par contre, c'est vrai que d'être en France et d'avoir le soutien de France 2030, de la BPI, etc., c'est un levier extraordinaire. Et pour faire la comparaison avec l'Allemagne, on a une très grande chance d'avoir en France ces supports. C'est beaucoup moins facile en Allemagne. Donc on est très heureux de pouvoir être lauréat de France 2030, d'avoir le support de la BPI pour des prêts, etc. C'est quelque chose d'assez remarquable qu'on ne trouve pas dans tous les pays européens. Tout à fait. Je pense que dans la relation qu'on a aux institutions, que ce soit les institutions françaises ou européennes, parce qu'effectivement la bonne échelle c'est très souvent l'Europe, il faut montrer qu'on apporte quelque chose à ces institutions. Nous, on est dans un domaine technologique qui est lié à la sécurité, qui a un intérêt stratégique pour nos institutionnels. Et ce qu'on met en avant, c'est la compétitivité d'abord. On fait les choses différemment, avec une approche produit. On va chercher des marchés à l'export, on fait bouger les chaînes de la valeur. On apporte de la souveraineté, puisqu'on a des solutions uniques qui permettent à nos clients institutionnels de voir des choses et de comprendre des choses que les autres pays ne voient pas ou ne comprennent pas. Et enfin, c'est du rayonnement. C'est finalement comment est-ce qu'on contribue à l'écosystème scientifique, technologique, comment est-ce qu'on
on met en place des marques à l'export qui sont connues à travers le monde. Aujourd'hui, on a créé une filiale aux États-Unis, on essaie de développer notre image de marque aux États-Unis, développer une présence, et tout ça, eh bien, on le met en avant auprès des institutionnels français et européens comme quelque chose qu'on apporte, comme de la valeur, et qui quelque part contribue de justifier l'investissement qui est effectué dans le cadre de France 2030. Voilà, nous aussi, on bénéficie du soutien du gouvernement français, on bénéficie du soutien de l'Union européenne, et je pense qu'il faut avoir un discours qui est cohérent, qui est sincère vis-à-vis de ce qu'on peut apporter. Oui, bonjour. Merci à vous d'être ici. Là, vous parliez beaucoup d'Europe, de dimension européenne et tout. Et on a vu qu'avec le programme Ariane, il y a eu un peu de retard ces derniers temps. Et du coup, quel futur pour l'Europe spatiale maintenant que c'est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène, même avec le module de service pour la capsule Orion et tout ça? Est-ce que ça va faire des débouchés pour nous? Je me suis beaucoup occupée du module d'Orion quand j'étais chez Airbus, mais peu importe. Non, je pense que pour faire des grands projets spatiaux comme des très grosses fusées, comme par exemple la capsule qu'on fait, etc., il y a un équilibre nouveau entre privé et public qui est en train de se dessiner. On est par exemple les premiers au monde à financer une capsule de Shenzhen sur fonds privés. Mais évidemment, on a besoin que l'Europe nous achète des missions. Nos clients, c'est les stations privées américaines et puis c'est l'Agence spatiale européenne et les autres agences spatiales dans le monde. Et le tournant qui est en train de s'opérer actuellement en Europe, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis en 2006. En 2006, la NASA s'est transformée et au lieu de dire « Ah bah, il faut faire un lanceur comme ci, comme ça » ou « Il faut faire une capsule comme ci, comme ça », elle a dit « Moi, finalement, j'ai besoin d'un service. Et donc, je vais définir mon besoin de service et je lance une compétition et je demande à l'industrie de me fournir un service. » Et aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne est en train de proposer ça. Il y a des choses qui devraient sortir dans les prochaines semaines. Je vous invite à regarder ce qui va se passer à Séville le 9 novembre. Il y a des conclusions qui vont être publiées. Et si on y arrive, et je pense qu'on n'y est pas très loin, l'Agence spatiale européenne va peut-être pouvoir faire ce que la NASA a fait en 2006, c'est-à-dire dire je mets l'industrie européenne en compétition et j'offre des services. Et ça, c'est libératoire. Parce que ça veut dire qu'on est moins dans un rapport de partage de work-share entre les différents États membres et on est au contraire dans une course, une compétition pour livrer en fait le meilleur service possible à l'agence. Et c'est ça, à mon avis aussi, qui va nous aider à être plus compétitifs et qui permettra de mettre en compétition les startups, les grands groupes, etc. Donc aux startups de bénéficier de très gros contrats et aux grands groupes de devoir gagner en agilité pour montrer que certes, ils sont ultra compétents, mais ils sont aussi bon marché et aussi agiles que les startups. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 15 ans. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en Europe. Et je pense que ça devrait arriver dans les prochains mois. C'est vraiment de la direction prise à la fois par l'ESA et par la Commission européenne. Alors moi j'avais le temps file, j'avais quand même une petite question. Alors on a parlé d'innovation, on a parlé de sujets de souveraineté, de durabilité, de compétitivité, on a parlé de financement aussi. J'ai une question sur l'humain, sur les talents. Alors est-ce que finalement le spatial, est-ce que ça fait encore rêver? Est-ce que vous arrivez à recruter facilement des jeunes talents, des moins jeunes talents, des gens qui souhaitent se réorienter vers le spatial? Voilà. Quel est votre retour là-dessus à chacun? Alors, moi, je fais du spatial depuis pas très longtemps, pour être très honnête. C'est Hélène qui m'a ouvert les portes du spatial. Et quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai été assez stupéfaite de la passion qui anime tous les gens qui font du spatial, du profond respect qu'ils ont les uns pour les autres, de la bienveillance de ce monde-là. Que je n'ai pas forcément eu la chance d'expérimenter dans ma vie précédente, beaucoup plus tournée vers le monde de la finance. Quoi qu'il en soit, ça reste un monde de passionnés, d'ingénieurs, de gens qui veulent participer à une aventure
Et donc, par rapport aux talents qu'on recrute, nous, chez Loft, mais je pense comme dans les autres sociétés du spatial, on a vraiment des gens incroyables qui nous rejoignent. On a cette chance en France, et je tiens à le préciser, d'arriver à attirer des talents du monde entier. On a une attractivité incroyable de notre écosystème. On a des structures de financement, de l'innovation, d'un certain nombre de choses qui sont absolument clés quand on est une jeune entreprise innovante. La BPI aussi est clé. Et nous, aujourd'hui, on a dans le bureau toulousain, donc Loft, on est un petit peu plus vieux que nos compatriotes. On est à bientôt 200, on est 80 à Toulouse. On a plus de 12 nationalités dans nos bureaux toulousains. On a une vraie équipe internationale. On travaille aussi beaucoup sur les sujets de diversité. On pousse beaucoup à travailler sur cette diversité-là. C'est pas évident dans le monde de l'aérospatial. Mais en tout cas, les talents du spatial sont assez incroyables. Donc nous, on est passé en 2 ans de 4 personnes, création d'entreprise, à aujourd'hui un peu plus que 100. Donc le recrutement a été une vraie priorité de l'entreprise. On n'a pas eu énormément de problèmes à trouver des talents parce que, exactement ce que tu disais, les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Et quand on arrive avec un produit que quelque part on va faire pour la première fois en Europe et sur certains aspects avec la propulsion verte pour la première fois au monde, eh ben, ça passionne les ingénieurs. Donc on a eu presque 10 000 candidatures là, reçues en 2 ans, y compris des gens de SpaceX, des Européens de SpaceX, qui reviennent et qui viennent travailler chez nous maintenant. Donc pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Par contre, on est ultra exigeant. Donc on a 3 gates d'embauche. Je vois toutes les personnes qui rentrent chez The Exploration Company. Et après 2 mois, comme c'est difficile de licencier en Europe, on a un checkpoint. Si la personne n'est pas au bon niveau, on a un plan d'improvement. Et si ce n'est pas réussi, on licencie immédiatement. Donc on est à la fois très heureux parce que on ne rencontre pas trop de difficultés à recruter, mais aussi très conscient de l'importance d'avoir les bons talents. On n'a pas d'argent, on meurt. On n'a pas les bonnes personnes, on meurt. Donc trouver de l'argent auprès d'investisseurs, c'est aussi important que d'être sûr d'avoir la bonne équipe. Pour moi, c'est le même niveau d'importance et c'est le numéro 1. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est même le numéro 1. Les ressources humaines, c'est vraiment ce qui fait vivre l'entreprise. Et réussir à recruter les bonnes personnes, c'est indispensable. Nous, on a la chance d'être dans un domaine dans le spatial. Et en plus, nous, on contribue directement à la protection de l'environnement orbital. Donc, il y a vraiment cette vocation de protection de l'environnement qu'on retrouve chez nos jeunes recrues. Et donc, on arrive à attirer des gens qui sont extrêmement engagés. Pour vous donner un exemple, nous, donc, on surveille en permanence la situation spatiale. On essaye de tout automatiser. Mais il y a des phases où tout n'est pas automatisé. Il y a des opérateurs qui viennent suivre la donnée qui est générée, qui est traitée, etc. et qui est livrée aux clients. Et bien, pour livrer à des clients, en interne, les équipes d'opération se sont organisées pour faire des gardes de nuit. Et avant même que nous, on l'organise, on le structure, c'était les équipes qui avaient pris cette initiative et qui avaient mis ça en place. Et puis ensuite, on l'a régularisé, évidemment. Mais pour vous donner un petit peu le niveau d'engagement des équipes chez nous, quoi. Merci à tous les 3. On va bientôt devoir conclure. Voilà. Et justement, pour conclure, j'aurais 2 questions à vous poser à chacun. On va revenir au thème de ce BIG qui est la fierté. Donc, aujourd'hui, en quelques mots, de quoi vous pouvez être fier par rapport à votre entreprise et l'activité et où elle en est. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, on va dire, pour la période à venir. À vous de choisir la période, la durée de la période. Ok. Plein de choses dont je suis fière au nom de Loft. La première d'entre elles, c'est les équipes. C'est compliqué de recruter quand même. Enfin, compliqué. C'est simple et compliqué de recruter. C'est compliqué dans le sens de garder des valeurs d'entreprise qui sont fortes, l'exigence d'avoir des standards de travail qui sont importants. Et d'avoir des équipes qui, quand on a des périodes un peu intenses, c'est le cas chez Loft en ce moment, on est en train de passer d'un mode où on lançait un satellite par an à un mode où on va en lancer 10 l'année prochaine. Donc les équipes sont extrêmement sollicitées
et fiers du courage dont elles font preuve, de cet engagement dont on fait collectivement preuve. Et c'est vraiment cette notion de travailler en équipe, travailler ensemble. Nous, on est entre la France et les États-Unis, donc le travailler ensemble est encore plus important, de communiquer. Et cette fierté de ce qu'on est capable de construire ensemble, je pense que ça, c'est assez personnellement structurant dans une vie d'être partie de cet ensemble collectif. Donc ça, c'est une belle fierté. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir. Je pense que ce serait bien. Ok. En fait, oui, moi je suis fière des gens qui nous ont rejoints, donc des équipes de The Expression Company aussi, même chose finalement. Pourquoi ? Parce que c'est des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui avaient entre 10 à 25 ans d'expérience, donc qui sont des parents, qui ont des prêts, qui ont charge de famille. Ils font ce choix qui est risqué parce qu'ils croient en ce projet, ils croient en notre vision, ils croient en notre mission. Et donc, c'est une grande responsabilité de les emmener et d'honorer leur confiance. Mais c'est aussi une grande fierté d'être à leur côté et de passer au fur et à mesure toutes les étapes pour lancer notre capsule de façon réussie. Et après, nous, c'est très simple. Notre première capsule est lancée dans 3 mois. Donc, je souhaite qu'on puisse réentrer, parce que ça sera une démonstration de réentrée, qu'on puisse réentrer sans brûler. C'est assez simple. Peut-être ce dont je suis le plus fier, parce que je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, et dans le business, ce qui est le plus important, c'est la confiance qu'on arrive à créer autour de soi. Donc la confiance des employés, évidemment, qui est indispensable, qui est au cœur de l'activité, mais également la confiance des clients, surtout que nous, on est dans le domaine de la gestion du risque, donc si les clients ne nous font pas confiance, c'est embêtant. Les investisseurs, évidemment, et puis les institutionnels. Donc vraiment cette notion de confiance, pour moi, elle est au cœur. Et ce qu'on peut nous souhaiter, je dirais, c'est d'industrialiser la confiance, c'est d'avoir un produit qui est une marque qui représente la sécurité dans l'espace, pour pouvoir derrière scaler, et que j'ai pas à chaque fois à convaincre chaque client individuellement d'utiliser notre solution. Voilà, je pense que c'est ça principalement. Et puis aujourd'hui, on a un enjeu d'exécution, évidemment, puisqu'on déploie 5 stations dans les 12 prochains mois, de nouvelle génération. Donc il faut qu'on arrive à monter en cadence dans la production de la donnée. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu d'exécution, et on essaie d'être très focalisé là-dessus. Merci, merci à tous les 3. Je pense qu'on peut les remercier. Et puis merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde sur la nouvelle aventure spatiale. Voilà.